Je ne vais pas plus longtemps tarder à lui laisser la parole en rappelant qu'aujourd'hui, nous sommes donc sur le webinaire numéro 1 du patient à la e-santé, ou comment la santé numérique vient influer sur l'empowerment et l'autonomie du patient. Nos deux orateurs du jour, Madame Rosset et le professeur Mainviel, vont reprendre un peu ces terminologies de e-santé, d'empowerment, d'autonomie du patient et un peu quelle incidence ces différents éléments peuvent avoir les uns avec les autres, quelles influences, quels leviers peuvent être actionnés. Et je rappelle, avant de laisser la parole à Madame Rosset, que le chat est à votre disposition pour poser des questions aux orateurs, parce que vous êtes nombreux, donc du coup, les micros sont coupés. Et donc, deux modératrices sont présentes, et je les remercie pour collecter vos questions, et nous les poserons donc à Madame Rosset à la suite de son intervention. Madame Rosset, bonjour, bienvenue. Merci à vous d'être avec nous. Et je vous laisse maintenant toute la place pour présenter votre intervention. Bonjour, vous m'entendez? Alors, bonjour à tous. Voilà. Je vais donc vous parler du e-patient au volant de sa e-santé. Vous savez que pour construire une maison, on commence par creuser les fondations avant de monter les murs et de la décorer. Aujourd'hui, je vous propose donc de poser ces fondations en vous faisant parcourir le nouvel écosystème sur lequel repose la e-santé, c'est-à-dire en vous éclairant les nouvelles dynamiques en jeu dans les relations patient et médecin. Je vais le faire en vous parlant du e-patient. Dans e-patient, il y a deux mots, le mot patient et la lettre E, qui n'est pas forcément que le E auquel on pense habituellement. J'ai choisi de balayer avec vous un certain nombre de mots-clés, des mots fondateurs de ce qu'est un patient et de ce qu'est un e-patient, avec toutes les facettes que représente ce E. Pour vous parler du e-patient au volant de sa e-santé, je vais avoir des points d'insistance qui reprennent les fils conducteurs de mon travail et de ma vie. Je trouve en effet important de jouer carte sur table avec vous, en vous disant qui vous parle et d'où je vous parle. Je m'appelle donc Muriel Rosset. Je suis coach et formatrice en qualité de vie au travail et qualité de vie globale. C'est quoi la qualité de vie globale? C'est la qualité de vie au travail, la qualité de vie hors travail et notre santé à entretenir. Avec l'idée qu'on ne peut pas dire qu'il y a des gens en bonne santé et d'autres en mauvaise santé, mais plutôt que notre santé est aussi une ressource à entretenir, même si on n'a pas tous le même capital à tel ou tel moment de notre vie. À ce titre, j'aime accompagner les transformations individuelles et collectives dans la durée et dans la globalité d'une situation. J'ai participé, est-ce que vous avez vu le diaporama défiler? Pour notre part, de notre côté, oui, merci. D'accord, très bien. Donc, j'ai participé à un projet national de labellisation sur le télétravail où j'ai insisté sur cette notion de qualité de vie globale à associer à la qualité de vie au travail. Comme coach, je le décline au travers de plusieurs fils conducteurs et citations qui vont imprégner ma présentation d'aujourd'hui, donc je vous les donne en préambule. D'abord, le potentiel présent au cœur de chaque situation. Je cherche toujours ce qui permet de mettre en route les personnes ressources et les forces vives du moment. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Deuxièmement, la fécondité du travail collaboratif et la gouvernance participative. Picasso disait « Le but de la vie est de trouver son don, le sens de la vie est de le partager. » Troisièmement, le temps nécessaire aux transformations humaines et organisationnelles. La tête résonne beaucoup, mais l'âme résonne longtemps. Quatrièmement, l'unité et l'équilibre de vie privée, professionnelle et sociaux à cultiver. Et enfin, la sagesse qui commence par l'émerveillement. Vous pouvez retrouver tout ça sur mon site mGravity. Ruminer, ça n'aide pas à aller bien ou à faire avancer les choses. J'ai publié un chapitre collaboré de manière proactive et féconde dans un collectif universitaire où j'insiste beaucoup sur les fruits de la proactivité dans la vie. Je développe le concept de donativité comme boucle dynamique et processus constructif de travail collaboratif. Je suis également présidente de l'association Connexion familiale en santé mentale. Je vous donnerai quelques illustrations de ce que nous avons pu faire en e-santé. Et je suis proche aidante de ma fille Hélène, avec qui j'ai publié un récit à deux voix sur son parcours psychiatrique. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur mes fils conducteurs, je vous emmène en voyage avec le patient au volant de sa e-santé. Pour ce voyage, vous aurez un paysage de fond avec 4 transitions sociologiques.
un déclencheur avec un tournant dans les années 80-90, des passagers qui sont les patients et les e-patients avec 4 catégories de personnes et de e-patients, un volant de droits et de possibilités avec le numérique et la démocratie sanitaire, et enfin un climat avec un cadre législatif qui évolue. Le paysage, c'est donc la e-santé qui est née de 4 transitions qui sont des transitions sociologiques. Tout d'abord, on a une révolution numérique. Elle a fait évoluer l'accès au savoir et la mobilisation citoyenne. Je vais donc évoquer à la fois avec vous des e-patients, mais aussi la démocratie sanitaire qui est en jeu. Deuxièmement, et de façon tout aussi importante, l'explosion des maladies chroniques. Elle a bousculé et renversé la relation soignant-soigné au travers de nouveaux modèles moins descendants et plus coopératifs. Pourquoi? Parce que quand on vit avec une maladie au long cours, on a intérêt à bien la connaître, tellement qu'on finit par devenir un interlocuteur qualifié pour son médecin. La troisième transition, c'est l'arrivée sur le marché de nouvelles approches, la thérapie génique, des médicaments innovants, plein de nouveautés qui sont souvent très onéreuses et qui placent l'assurance maladie sous une forte tension financière. Et pour finir, la remise en cause du paiement à l'acte, qui n'aide pas à prendre la globalité de la situation d'un malade, n'est pas adapté à la prise en charge des patients chroniques et pose un problème d'efficacité puisque le médecin est perdant en chiffre d'affaires s'il fait de la prévention. À propos de ce paiement à l'acte, une amie de 85 ans à qui je parlais du e-patient au volant de sa santé s'est confiée à moi un peu perplexe en me disant « Moi, je me sens plus organe que patiente de mon malade. » Et elle s'en désolait. Dans ce paysage, avec ces 4 transitions, il y a un déclencheur qui a mis en route le e-patient au volant de sa e-santé. C'est un tournant, un virage qui a eu lieu à la fin du XXe siècle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans les années 80-90, avec l'épidémie du sida, l'affaire du sang contaminé, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le scandale de l'amiante aussi, il y a eu une mobilisation politique inédite de la part de malades et d'associations pour faire reconnaître l'ampleur de l'épidémie du sida et l'urgence de trouver des traitements. Des patients ont pris une part active aux décisions qui les concernaient et ils ont montré qu'il leur était possible d'intervenir dans un système de santé dont ils sont les usagers. Ce déclencheur s'est inscrit dans la transition épidémiologique dont je vous ai parlé, puisque les maladies chroniques sont devenues majoritaires par rapport aux maladies infectieuses et aiguës. C'est un phénomène mondial du XXe siècle. L'OMS a même alerté en 2005 sur une épidémie mondiale. Cette transition des maladies chroniques est liée à plusieurs facteurs. D'abord, l'augmentation de l'espérance de vie. On a aussi les progrès thérapeutiques qui n'empêchent pas de mourir des maladies chroniques, mais qui ne suffisent pas pour en guérir. Ces maladies entraînent souvent une détérioration de la qualité de vie des patients et elles sont à l'origine de nombreuses complications graves, d'invalidité et de souffrances physiques et morales. Ça continue pourtant de se développer du fait des transformations de notre société également, avec d'un côté des facteurs personnels, comme la consommation de tabac, d'alcool, la sédentarité, les mauvaises habitudes alimentaires, et de l'autre côté, il y a des facteurs plus collectifs avec la précarité, le stress qui peut être chimique, nutritionnel, psychoaffectif, la pollution, la contamination chimique de notre environnement avec l'air, l'alimentation, les cosmétiques. Bref, tout ça a augmenté le nombre de maladies chroniques. Pour récapituler, les patients, mais aussi leurs proches, vivent plus longtemps avec leur maladie, d'autant que certaines pathologies comme le cancer ou l'infection du VIH se chronicisent. Maintenant qu'on a vu le paysage et le déclencheur du e-patient, je vais pouvoir vous faire embarquer comme e-patient au volant de votre vie et de votre santé. Mais vous allez me dire, c'est quoi un e-patient? Eh bien, e-patient, c'est une expression anglophone qui a été inventée dans les années 1980. Thomas William Ferguson est un médecin et écrivain américain. C'est un des premiers défenseurs de la responsabilisation du patient. E-patient désigne un patient qui se donne le pouvoir en s'impliquant, en s'éduquant et en se donnant les moyens de faire face à sa situation.
À l'origine, le E de e-patient est utilisé pour électronique. Au fur et à mesure, il y a d'autres définitions qui se sont ajoutées. Donc le E de e-patient, c'est électronique, mais c'est aussi un patient empowered, engaged, enable, donc capable. Aujourd'hui, on ajoute aussi éduqué, expert, émancipé, égal. Alors, je vous propose de parcourir avec vous tout cet itinéraire du I de e-patient. Mais avant, il va aussi falloir qu'on définisse cet autre mot qu'est le patient et depuis quand les patients existent. Cela peut paraître étonnant, mais le patient est un terme récent qui apparaît dans les années 1990 jusqu'à être reprise légalement en 2002 seulement par une loi qui instaure le droit des malades. Cette loi sur les patients va pourtant désigner avec de nombreux termes variés le sujet qui recourt à des soins. Donc on parle de la loi sur les patients, mais il y a plein de termes qui sont utilisés. Le mot « personne » insiste sur les droits personnels et la dignité humaine à respecter. Le mot « client » parle plus des droits organisationnels. Malade, ça insiste sur la maladie. Patient, ça insiste sur la patience à déployer et donc l'attente. Consommateur sur le consumérisme. Usager, c'est entre client et consommateur. Et citoyen, on parle plus de la responsabilité. Marion Girard, qui est une juriste, qualifie le patient de citoyen sanitaire agissant au sein d'un système de démocratie sanitaire qui justifie sa participation effective et accentue les sollicitations dont il fait l'objet. Ce terme de démocratie sanitaire est apparu lors des États généraux du cancer et de la santé en 1998 et 1999. Il a été repris en 2015 dans un livre de Christian Saout, l'ancien président de AIDE et du collectif interassociatif sur la santé. Quelques lois ont développé cette démocratie sanitaire. En 2002, la loi Kouchner porte sur les droits des malades et la démocratie sanitaire, la qualité du système de santé et la réparation des risques sanitaires. On a une panoplie de droits individuels qui leur est enfin reconnue. D'abord, une information claire et loyale, la codécision, le respect de la vie privée, le droit à la dignité, l'accès au dossier médical, le droit de se plaindre et d'être indemnisé, etc. Parallèlement, il y a un embryon de démocratie sanitaire qui s'est mis en place autour d'associations représentant des usagers. En 2009, la loi Bachelot, HPST, Hôpital, Patients, Santé et Territoire, réorganise l'ensemble du système de santé. En 2016, la loi Touraine porte sur la modernisation du système de santé. En 2017, nous avons pour la première fois des représentants des patients à la Haute Autorité de Santé. Et en 2018, la réforme Ma Santé 2022 porte sur un engagement collectif et veut faire de la démocratie sanitaire un principe fondateur de la réforme. Pour voir si vous profitez des droits que vous avez comme e-patient au volant de votre e-santé, j'ai quelques questions à vous poser sur 3 thèmes auxquels vous pourrez répondre personnellement chez vous, puisque vous êtes trop nombreux pour que je vous la pose en direct. Donc, mes questions portent sur le DMP, les maisons des usagers, les maisons et associations d'usagers en hôpital et les directives anticipées. Première question, qui parmi vous a ouvert son dossier médical partagé? En juillet 2020, il y avait 9,3 millions de dossiers désormais ouverts. On est loin de l'objectif de 40 millions visé à l'horizon 2023. Ma deuxième question, c'est qui connaît l'existence des maisons d'usagers en hôpital? Qui sait où se trouve la maison des usagers de son hôpital? Et qui est allé à sa rencontre? J'ai été appelée récemment par un responsable de maison des usagers qui m'a alerté sur le fait que même au niveau des soignants de l'hôpital, très peu connaissaient l'existence de la maison ou association des usagers. J'étais très surprise. Pourtant, cette maison y est attachée et beaucoup de malades auraient intérêt à y être orientés pour rencontrer certaines associations spécialisées sur leur maladie. Ma troisième question, c'est sur les directives anticipées. Qui, parmi vous, a rédigé ces directives anticipées? Même si ces directives sont un droit pour toute personne majeure de rédiger et d'exprimer ses souhaits concernant sa fin de vie, afin qu'elles soient prises en compte au moment de sa fin de vie, une majorité écrasante de Français
soit 86%, déclarent ne pas avoir rédigé ces directives anticipées. Personnellement, je vous assure que les rédiger est un exercice utile et très enrichissant. Si vous êtes soignant, pour mieux comprendre les malades que vous soignez, et qui que vous soyez, cela vous permet de vous interroger sur votre propre relation à la vie et même de la partager avec un proche. C'est pas mortifère, c'est pas gravé dans le marbre puisque vous avez le droit de le changer à tout moment, et c'est une déclaration qui tourne vers la valeur et le sens que nous portons à la vie. Finalement, dans notre démocratie sanitaire telle qu'elle est proposée en France, on se rend compte que l'autonomie du patient n'est pas si connue, si utilisée, et que c'est un concept à géométrie variable. Je vais donc creuser avec vous les différents E du e-patient pour mieux en comprendre les nuances. En tout état de cause, on peut repérer 3 objectifs de la consécration légale du patient. On y reviendra avec l'empowerment. D'abord, garantir la qualité de sujet de droit du patient. Ensuite, le rendre acteur de sa propre santé avec un gain financier et humain. J'aurais dû dire humain en premier. Et enfin, une relation de soins plus égalitaire avec un équilibre, voire un partenariat entre les médecins et les malades. Dans cette évolution de la relation patient et médecin, on peut d'ailleurs repérer 3 époques selon Savatier, qui est un universitaire qui a marqué le droit du XXe siècle. Au départ, le médecin, on était plutôt dans un rapport profane, initié, un peu auréolé de mystère, voilà, le mage qui soigne. Ensuite, on a été dans un rapport ignorant-savant, qui est dominé par tout le modèle du paternalisme médical. Désormais, on est dans une 3e époque, qui est un rapport patient-professionnel guidé par la recherche d'un équilibre que je viens de souligner, un équilibre, voire un partenariat. Cette relation plus égalitaire n'est pas propre au domaine médical. Je suis coach référencé au Conseil supérieur du notariat et il y a 4 ans, ils se sont aperçus qu'ils devaient apprendre le management, qu'ils n'avaient jamais managé avant. Ils ont d'ailleurs inscrit une rubrique compétences comportementales dans leur catalogue de formation. Un gendarme formateur m'a aussi raconté que depuis 10 ans, on fait du management participatif et non plus seulement l'obéissance à des ordres indiscutables. Dans les associations de solidarité aussi, certains choisissent de ne pas être dans une démarche distributive auprès des personnes en précarité et donc de minimiser l'assistanat, de développer une gouvernance participative, de favoriser l'accès aux droits en associant parfois les personnes accueillies. Avec Bouge ta préfecture, on a par exemple actuellement une centaine de personnes étrangères qui sont soutenues par des collectifs d'associations et de nombreux avocats qui ont déposé un référé le 10 décembre dernier pour tenter d'imposer la délivrance de rendez-vous aux personnes qui le demandent. Donc vous voyez qu'on est dans une situation où dans plein de métiers, les personnes concernées se mettent en route. Maintenant qu'on a parlé du patient et de la démocratie sanitaire, je vous propose de parler du e-patient, sachant qu'il existe 4 profils de e-patients. D'abord, vous avez les e-patients en bonne santé. C'est nous tous, c'est moi, c'est vous, qui pouvons entretenir notre santé. On est alors dans une médecine préventive. Vous avez aussi les e-patients en situation de maladie aiguë, les e-patients en situation de maladie chronique et les proches aidants. On considère qu'il y a entre 8 et 11 millions de personnes qui viennent en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, ce qui représente 11 milliards d'euros par an d'économie pour la société. On a donc vu ce qu'était un patient, on a vu quelles étaient les 4 catégories de e-patients. On va pouvoir parcourir les différentes compréhensions du E de e-patient. Un e-patient, c'est d'abord un patient éduqué. Je suis engagée dans l'association Marie-Madeleine de prévention et soutien aux personnes vivant avec des pathologies lourdes et chroniques, notamment le VIH. Lorsque je leur ai présenté mon intervention auprès de vous, elles se sont indignées du terme éduqué. Je suis déjà éduquée à la dureté de ma vie, je m'y connais, m'a dit l'une d'elles. Ou encore, quand je vais voir une assistante sociale pour récupérer des aides, je viens pour avoir des clés administratives, pas pour qu'une jeune professionnelle de 25 ans me donne une leçon de morale sur comment gérer mon budget alors que j'ai déjà 5 enfants et qu'elle a que 25 ans. Bref, quand on parle d'éducation et notamment d'éducation thérapeutique,
Le terme semble heurter certains patients, car éduquer sous-entendrait une subordination. On resterait encore dans le paternalisme des parents qui vont vous apprendre la vie. Pourtant, si on regarde l'étymologie du mot, on voit qu'il y a deux notions complémentaires dans l'éducation. Il y a d'abord educare, c'est éduquer, former, produire. Mais on a aussi exducere, c'est faire sortir de soi, développer, épanouir, guider. L'OMS définit pour sa part l'éducation thérapeutique du patient comme un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Malgré tout, dans cette éducation thérapeutique qui se développe pour les maladies chroniques, les femmes de l'association Marie-Madeleine, à qui j'en ai parlé, considéraient qu'une certaine distance demeure. Certaines ont été formées comme formatrices et me racontaient que quand elles sont arrivées à l'université Pierre et Marie Curie des patients, on leur a dit d'emblée « on ne va pas s'asseoir sur les mêmes bancs que des personnes qui n'ont pas fait 5 ans de psychologie ou 9 ans de médecine ». Bref, certains soignants et médecins n'étaient pas du tout prêts à se mélanger avec les patients. De même, dans les présentations officielles, elles se désolaient qu'on dise « bonjour, je vous présente le docteur Untel » et « bonjour, je vous présente madame qui est malade et fait partie de l'association Lambda ». Elles avaient le sentiment qu'on valorisait le titre des médecins et les difficultés des malades plutôt que leurs capacités. En tout cas, comme psychiatre et proche aidant, j'ai personnellement une expérience différente dans l'association Connexion Familiale que je préside, mais peut-être que c'est parce que je suis proche aidante et pas malade. Puisque comme psychiatre et proche aidant, nous nous sommes formés ensemble pour animer des modules de psychoéducation. Nous avons ensuite fondé ensemble la section française de cette association mondiale. Depuis, nous co-animons ensemble des modules de psychoéducation pour des familles, où nous intégrons des médecins et psychologues pour qu'eux soient dans une logique de partage entre pairs. Et nous avons co-animé ensemble avec un professeur une formation pour des soignants et médecins. Et une psychiatre qui était venue à une de nos sessions a avoué ne pas aimer travailler avec les familles, car cela compliquait son travail et sa relation avec le malade. En écoutant la vie des familles, elle a découvert une réalité qu'elle n'imaginait pas. Et elle a décidé de changer sa pratique. Les familles aussi ont été heureuses de comprendre la réalité de cette psychiatre, de découvrir qu'elle aussi se trouvait en difficulté face aux malades borderline. Une autre psychiatre, dans notre dernière session de psychoéducation, nous a expliqué « En hôpital, quand j'écoute un patient, je pense en arrière-fond, en fait, il faut que je libère un lit là, donc je ne l'écoute pas vraiment, je ne suis pas complètement empathique, je me dis comment je vais pouvoir gagner un lit. » Avec les familles, elle s'est dit « je découvre la réalité de celui qui récupère le malade, ça me permet de mieux ajuster mes soins. » En février 2020, j'ai co-animé, je vous disais, avec un père aidant et un professeur psychiatre, un week-end de formation pour des médecins et soignants qui sont venus des hôpitaux de Strasbourg, Lyon, Montpellier, Île-de-France, Belgique aussi, et qui étaient mélangés en groupe avec des pères aidants venus se former avec eux. Une psychologue est arrivée seulement le 2e jour. On a oublié de refaire un tour de table. Et à la fin de la journée, elle m'a dit « mais en fait, je n'ai pas compris qui était médecin et qui était proche aidant. » Et c'est vrai qu'on a une telle belle cohésion dans notre association qu'elle n'avait pas vu la différence, qui est plutôt une bonne nouvelle. Un e-patient, c'est donc un patient éduqué, mais aussi un patient engagé. Je ne sais pas si vous connaissez la différence entre impliqué et engagé. Hervé Seriox nous donne l'image de la différence entre le cochon et la poule dans l'omelette au lardon. Dans l'omelette au lardon, vous avez des œufs et vous avez du lard. Le cochon est engagé, il donne de lui-même. La poule est impliquée, elle donne quelque chose qui lui est extérieur. Concernant l'engagement des malades, je pense à l'exemple d'un cousin dont j'ai appris par hasard il y a 2 ans qu'il avait eu un cancer. Sa femme m'a raconté qu'en bon ingénieur et entrepreneur de métier, il s'était documenté abondamment sur Internet, avait trouvé des thérapies innovantes, avait fait son étude de marché, était allé voir un médecin en lui parlant d'une thérapie ciblée découverte aux USA. Il l'a informé et formé, et devant son sérieux, le médecin a suivi ses souhaits. Il était vraiment un patient engagé.
Pourquoi? Parce qu'il a intérêt à donner du temps ciblé pour ses soins et que pour cela, Internet est une mine d'informations. Un tel engagement peut parfois faire peur ou déranger les habitudes du médecin qui n'ont pas envie qu'on leur explique comment ils doivent faire leur métier. J'ai envie de dire à ces médecins, réjouissez-vous d'avoir des patients engagés, car l'engagement est un thème à la mode dans le monde du travail, surtout sous l'angle du désengagement, qui mine la motivation des travailleurs et le bien-être au travail. Un sondage Gallup sur l'engagement des salariés montre que les salariés sont massivement désengagés. Lorsqu'ils sont embauchés, ils sont un peu comme la poule aux œufs d'or, ultra motivés, mais ils sont que 11%. Quand on freine leurs initiatives, ils se comportent comme un cheval fatigué, voire comme un renard qui s'en prend aux personnes motivées. Isaac Getz a écrit beaucoup de livres sur le sujet pour mettre la possibilité d'initiative comme facteur de motivation. Ce qui est vrai dans la santé, dans le travail, est vrai aussi dans la santé. Donc, à nouveau, les médecins peuvent se réjouir d'avoir des patients engagés et motivés pour être soignés. Le e-patient est aussi un patient empowered. Concernant l'empowerment, je veux vous parler du forum Changer d'air. C'est un colloque qui se tient chaque année depuis 2013 à la Cité des sciences et de l'industrie, auquel participent des décideurs, des médias et le grand public sur les enjeux de la société collaborative. En 2016, il a porté sur l'empowerment et a bien distingué les facettes du pouvoir. Dans le pouvoir, qui concerne donc l'empowerment, il y a deux façons de faire qui sont radicalement opposées. Vous avez le pouvoir sûr, qui est possessif, voire oppressif. Et vous avez le pouvoir de, qui est le pouvoir d'agir et très libérateur et créateur. Je vous en parlais au début avec la proactivité. On a souvent critiqué l'autorité parce qu'elle est vécue de façon descendante et hiérarchique depuis très longtemps, comme autorité sur quelqu'un. C'est mal connaître et comprendre le mot, puisque la racine latine du mot éduquer signifie faire grandir. Pour que les médecins aident le e-patient à être au volant de sa e-santé, c'est important qu'il favorise son pouvoir d'agir, qui passe aussi par le pouvoir de s'informer, y compris sur Internet, et beaucoup sur Internet, de se former, y compris sur Internet, et beaucoup et de plus en plus sur Internet, et de connaître sa maladie. Le médecin n'aime pas toujours qu'on lui apprenne des choses, mais une vie ne lui suffira pas à lire tous les articles scientifiques qui sont publiés chaque jour. Et on ne peut pas, même sur n'importe quelle spécialité, ce n'est plus possible. Ce qui compte, ce n'est pas toujours de savoir, mais de chercher ensemble. La psychiatre de ma fille nous a fait perdre des années en ne sachant pas poser un diagnostic, en refusant de l'avouer et de nous laisser avoir un diagnostic ailleurs. J'aurais vraiment, vraiment beaucoup préféré qu'elle nous dise « je ne sais pas ». Ça m'aurait rassurée, beaucoup plus que de nous mettre des bâtons dans les roues. Ce n'est pas un hasard si ma fille a souhaité que notre récit témoignage s'appelle « 10 ans en psychiatrie, une spirale infernale ». Le deuxième point important pour comprendre l'empowerment des patients comme pouvoir d'agir et non pouvoir sur le malade, c'est de rappeler qu'un malade n'appartient pas à son médecin. Une maman qui m'appelait pour me partager l'épreuve de la maladie borderline de sa fille m'expliquait qu'elle était médecin elle-même et que lorsqu'elle voulait rencontrer la psychiatre de sa fille, on lui faisait comprendre vertement que ce n'est pas parce qu'elle était médecin qu'il fallait qu'elle vienne déranger les soins et que la malade était la malade du psychiatre. Bref, j'ai découvert que face à certains psychiatres, certaines familles n'ont pas le droit de parole, soit parce qu'elles sont considérées comme ignorantes parce que non médecins, soit au contraire parce qu'elles sont médecins et qu'on leur dit « bon, il va falloir savoir, le malade, il est pour vous ou pour moi ?» Donc, qui va s'intéresser au malade? Cette façon de faire met à mal les deux clés de l'empowerment qui sont l'autonomie et la responsabilisation. L'autonomisation est développée dans la loi du 4 mars 2002 sur la reconnaissance de l'autonomie du patient, qui en parle comme capacité d'agir avec réflexion, en toute liberté de conscience de ses choix. La responsabilisation, c'est faire participer aux décisions avec un double souci d'humanité, l'amélioration de la santé, et d'efficacité, l'amélioration et la maîtrise des coûts. Le but, c'est de sortir du triangle infernal de Karpman dans un nouvel équilibre relationnel.
Vous pouvez avoir plusieurs façons de voir. Soit un médecin qui soit un patient qui soit un peu victime, qui se plaigne, qui se sente démuni, avec un médecin face à lui, soit qui le critique, l'accuse, qui va être un peu persécuteur, soit au contraire, de temps en temps, qui va prendre en charge, déresponsabiliser, être le sauveur. Donc, on va tourner dans ce triangle. L'idée, avec le triangle TED, le triangle dynamique TED, qui a été développé aux États-Unis depuis 2006 par David Emerald et Donna Jonk, c'est d'inverser la logique, d'avoir un malade qui devienne créateur, capable de, face à un médecin qui le challenge, qui le pousse au changement, qui l'aide à apprendre, qui le guide pour apprendre, qui l'encourage à apprendre. Et un médecin aussi qui devienne coach, qui le questionne, qui lui permette d'explorer. Donc, on peut renverser ce triangle infernal de Karpman. On vient de parler du patient empowered. Certains évoquent aussi le terme de patient égal. En fait, le patient est égal en dignité, mais plutôt partenaire en santé. L'équité est en fait plus importante que l'égalité, qui est souvent un combat stérile. Bien entendu, le besoin de médecins demeure. Le partenariat, c'est d'ailleurs un des piliers de la médecine des 4P qui remonte aux années 2000 avec une médecine préventive, prédictive, personnalisée et participative. Le Montréal Model au Canada en est un très bel exemple. Alors le partenariat, c'est quoi? C'est ne pas se contenter d'informer le patient de sa maladie, ni simplement de le consulter pour prendre des décisions, mais le faire participer et même construire avec lui une solution pour que lui-même prenne le lead de ses soins. Ce partenariat est un peu comme celui d'un maître d'ouvrage et un maître d'œuvre. Si vous construisez une maison, vous avez intérêt à bien choisir votre maître d'œuvre. Et deuxième chose, vous avez intérêt à bien lui faire connaître régulièrement vos besoins. Certains maîtres d'ouvrage voient leur rôle comme signer des chèques en blanc à un maître d'œuvre à qui ils délèguent tout pouvoir sur la maison de leur vie, où ils vont pourtant habiter tous les jours. D'autres ont envie de suivre les travaux pour voir au fur et à mesure l'évolution du chantier, où il y aura, comme dans tout soin médical, des aléas, des bonnes et des mauvaises surprises. C'est important alors de pouvoir redire ce qui compte vraiment pour moi. Ce qui est vrai pour une maison est vrai pour notre santé. Dans cette logique que certains peuvent trouver extrême ou utopique, du moins pour certains malades ou certains médecins, il y a deux versions possibles, avec le patient qui soit au centre des soins, ce qui paraît le minimum, et d'autres, une autre logique, qui est celle du Montréal Model, qui soit le patient qui va jusqu'à faire partie de l'équipe des soignants. Nous avons ça au Canada, en effet, avec certains patients qui deviennent enseignants, qui deviennent aussi des patients ressources ou qui deviennent même des chercheurs de leur maladie. Deux pays sont modèles en la matière, c'est la Grande-Bretagne et le Canada, avec le Montréal Model dont je vous ai parlé. La Grande-Bretagne a créé dès 2001 l'expert patient programme, qui prenait la forme de sessions de cours réparties sur plusieurs semaines et menées par un patient lui-même atteint d'une maladie chronique à destination de ses pairs. L'objectif était d'aider les patients à améliorer leurs compétences d'autogestion de leur propre maladie. Le Montréal Model, je viens de vous en parler, va le plus loin dans la valorisation de l'expertise des patients avec dans cette relation de partenariat entre soignants et patients experts, des patients qui peuvent intervenir comme enseignants, patients ressources ou chercheurs de leur propre maladie. En France, la faculté de médecine de Paris 13 a mis en place un programme de patients enseignants. On a aussi un Institut français de l'expérience patient qui a lancé un baromètre du déploiement de cette expérience par les professionnels de santé. Il définit l'expérience patient comme recouvrant l'ensemble des interactions et situations vécues par une personne et ses proches tout au long de son parcours de santé, susceptibles d'influencer leur perception avec le ressenti, les incertitudes, ce qui diminue l'angoisse et l'asymétrie soignant-soigné, le besoin d'une organisation réactive et de technologies innovantes. Ces interactions sont façonnées à la fois par la politique conduite par l'établissement et par l'histoire et la culture de chacun des patients accueillis. Je voudrais vous citer deux exemples de cette expression e-patient et de sa mise en application qui me paraissent significatifs. D'abord, la parution du livre Let's Patient Help en 2013, dont je me suis inspirée pour cette présentation,
Et ensuite, l'expérience de connexion familiale que j'ai déjà évoquée plusieurs fois avec vous. Cette association est née pour venir en soutien à une maladie aussi méconnue que répandue. Puisque le trouble borderline de la personnalité limite touche 1,5 à 3, voire 6% de la population, ce qui équivaut ou excelle le nombre de personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles bipolaires réunis. Cette maladie est considérée comme la plus impactante dans les relations avec les proches, mais aussi dans les relations avec les soignants. Or, la formation et l'information sur cette maladie sont très en retard. Connexion familiale est donc un programme qui a été conçu par des membres des familles, une personne au trouble de la personnalité borderline et 2 professionnels en santé mentale. Ce programme conçu en partenariat intègre des expériences et besoins des personnes malades et de leurs familles, mais aussi l'expertise acquise par 15 ans de travail professionnel auprès des familles. C'est un programme qui est présent dans plus de 20 pays. Il y a 3 ans, la Santé mentale des Yvelines a organisé un week-end de formation pour les professionnels et les familles, qui était animé par une Américaine et une Canadienne venues pour l'occasion, très engagées dans l'association internationale. Après ce week-end, nous avons été 4 familles et 6 psychiatres qui nous sommes formés comme formateurs ensemble. On avait plusieurs possibilités, soit aller un week-end à New York, ce qui coûtait un petit peu d'argent et ça ne nous forme pas dans la durée, soit avoir des formations dans la durée par Internet, ce qu'on a fait. J'ai été très impressionnée par la qualité d'écoute des professionnels avouant leur méconnaissance du quotidien des malades et leur volonté d'apprendre de ceux qui vivent avec eux. Nous avons monté une association dont je suis la présidente comme père aidante, avec une psychiatre comme vice-présidente. Pour parler du e-patient au volant de sa e-santé, je pense à 3 apports du numérique et de l'engagement des proches. Je viens de vous en donner un avec la formation qu'on a eue à distance, après avec cette Américaine qui nous a suivis pendant 1 an pour nous former. Mais je pense à d'autres exemples. Premièrement, par mes articles sur le blog Management au milieu de santé, où j'ai laissé mes coordonnées, je reçois 2 à 4 appels par semaine. J'ai ainsi reçu 400 appels et histoires de vie de malades, de proches et de médecins. Et régulièrement, j'entends le même soulagement. Ça y est, enfin je vous ai trouvé. Enfin j'ai trouvé quelqu'un qui comprend ce que je dis. J'ai tapé sur Internet et je vous ai trouvé. Les personnes me parlent et ils me disent « Enfin, quelqu'un comprend mon vécu et le connaît. Je me sens isolée dans ma famille, avec les médecins qui n'ont pas de réponse et de soins à nous proposer. Je vais enfin pouvoir trouver quelqu'un pour m'aider concrètement. » Deuxième exemple, pendant le confinement, nous avons pu maintenir nos modules de psychoéducation à distance. Cette année, nous avons élargi nos formations à toute la France. On a même eu un participant à Beyrouth. Et pour un de nos modules, nous avions formé un jeune interne très investi sur la maladie, mais qui travaille à l'hôpital de Strasbourg. Eh bien, il a pu animer une session avec un proche aidant qui habite Versailles. Donc, vous aviez 2 formateurs, l'un à Strasbourg, l'autre à Versailles, et des participants qui étaient de France jusqu'à Beyrouth. Ce même psychiatre, qui ne pouvait plus pendant le confinement voir les patients en groupe de thérapie, a pris le temps pendant le confinement de réaliser des vidéos. Pour chaque séance, il a expliqué la théorie en 5 minutes et s'est mis lui-même en jeu dans des petits sketchs. Dans sa cuisine, face à un coup de fil ou mail reçu, il a filmé d'abord la réaction du malade quand il ne travaille pas sur ses émotions, puis la réaction quand il applique le principe de la séance à travailler. Maintenant que les soins ont repris, ce psychiatre va pouvoir continuer d'utiliser ces vidéos. Donc le confinement, finalement, l'a aidé à faire un travail qu'il n'avait pas forcément eu le temps de faire, mais qui va l'aider dans la suite de sa pratique. Puisque si un malade rate la séance de groupe, il pourra rattraper par Internet. Ça accélère la prise en charge, mais aussi la continuité des soins. On peut résumer le e-patient au volant de sa e-santé par la formulation qui pourrait figurer au serment d'Hippocrate. Je suis là pour collaborer avec vous à propos de votre santé. Nous sommes une équipe. Le e-patient, c'est aussi un patient expert. Nous avons chacun un savoir qui est différent. Le médecin a un savoir académique, lui, il sait. Mais le e-patient au volant de sa e-santé a un savoir expérientiel, puisque lui, il vit sa maladie, il vit les effets indésirables des médicaments et puis l'impact social de sa maladie. Avec ces 2 savoirs combinés, on peut partager et construire.
Je viens de recevoir un mail sur un DU, diplôme universitaire pionnier en France, pour la professionnalisation des aidants familiaux et leur savoir expérientiel aux soins des unités de soins. Dans le champ de la santé mentale, en effet, et des troubles du neurodéveloppement, l'hôpital Vunatier de Lyon, qui vient de nous envoyer l'invitation, considère que l'expérience des familles est fondamentale pour améliorer et fluidifier la qualité des soins et favoriser les liens avec les associations. Le e-patient est aussi un patient enable, donc rendu capable. Capable, c'est vrai qu'on a de grandes capacités avec Internet aujourd'hui. Mais Internet, comme toute technologie, c'est un moyen très précieux et indispensable qui peut être dangereux, un petit peu comme un couteau suisse. Internet, en fait, les technologies, plus on a de techniques, plus nous avons tous besoin de culture, de sagesse, de recul, d'intelligence collective, de méthodes collaboratives et d'accompagnement. Le numérique, c'est comme un couteau suisse. Ça sert à manger, ça sert à couper ses aliments, c'est utile, c'est nécessaire, c'est parfois indispensable. Il y a des gens qui ne se promènent pas sans leur opinel ou leur couteau suisse. Mais un couteau, évidemment, ça peut aussi servir à être violent et à tuer. Il faut savoir manier ces outils, c'est tout le cœur de mon travail, d'accompagner et d'éclairer les gens dans la durée et dans leur écosystème. En conclusion de ce voyage avec le e-patient au volant de sa e-santé, je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui, grâce au numérique, une profusion de propositions. Mais il y a aussi, soyons honnêtes, une variété de motivations. Avec la e-santé qui est aujourd'hui le nouvel Eldorado, qui attire aussi de gros intérêts financiers, plus ou moins humanistes. J'ai entendu que pendant le confinement, il y a certains médecins qui profitaient des sites de téléconsultation pour avoir 100 consultations dans une journée de 5 minutes. C'est très rentable. On a donc tous besoin de développer notre pouvoir d'agir et de collaborer de manière proactive et féconde, comme je vous en parlais tout à l'heure dans mon chapitre sur un collectif universitaire. Je vous remercie de votre attention et je suis à l'écoute de vos questions. Très bien, Madame Rosset, merci beaucoup. Donc, je reprends, je vous laisserai quitter éventuellement votre partage d'écran que vous avez en cours. Merci bien. Voilà. Donc, le temps a avancé. Je vais me permettre voilà, de relayer les questions qui ont pu survenir avant de laisser la parole à monsieur le professeur Mainviel qui nous a rejoint également. Vous parliez en effet un moment dans votre partage, ça a été noté, de patients acteurs. De plus en plus, on va aussi entendre parler dans la littérature de patients auteurs ou de patients co-auteurs. Est-ce que, par le prisme de ce que peut être la e-santé ou de ce que vous déclinez du e-patient, il y a aussi là une différenciation qui pourrait se faire entre patient acteur et patient auteur? Voilà, ce serait la question. C'est ce que je disais, avec, on peut être acteur de ses soins, mais on devient aussi auteur par rapport à la maladie. On est dans la recherche. Je vois que nous, vraiment à Connexion Familiale, on travaille dans un partenariat avec les psychiatres pour une meilleure information, communication et recherche sur la maladie. Le fait qu'on ait pu vraiment se former ensemble, qu'on anime ensemble des modules, je trouve qu'on apprend ensemble sur la maladie et on devient tout à fait auteur pour de nouvelles perspectives. Donc, acteur, c'est plus sur le soin par rapport à la maladie. Et pour le côté recherche, c'est ce dont je parlais avec le Montréal Model, on devient aussi auteur, je pense. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous entendez le terme auteur, mais c'est comme ça que je l'imagine. C'est une acception, en effet, qui peut être perçue comme telle. Et est-ce que, du coup, par la e-santé, il y a quelque chose qui se singulariserait, qui s'affinerait sur cette approche de patient auteur ou de patient acteur? Quelle incidence la e-santé pourrait avoir sur les deux principes, les deux paradigmes? Énorme, puisque ça permet aux gens de se connecter. J'ai eu l'exemple, bon, ça c'était des psychiatres, mais c'est vrai pour les malades aussi.
il y a des jeunes internes qui, considérant qu'ils n'avaient pas de cours, très peu de cours en psychiatrie et aucun cours sur la maladie borderline à laquelle ils se trouvent confrontés, par Internet, ont réussi à se trouver connectés. Ils ont formé un petit groupe de 4 jeunes internes qui aident sur la connaissance et la recherche là-dessus. Les patients aussi peuvent se connecter entre eux. Au niveau de la recherche, autrefois, chacun cherchait dans son coin et le temps de savoir ce qui existait déjà, c'était un temps qui était énorme et on pouvait chercher quelque chose sans savoir que quelqu'un d'autre ailleurs cherchait la même chose. Par Internet, les gens qui sont vraiment motivés pour résoudre un problème peuvent être réunis très facilement. Donc, il y a la connaissance de l'information, mais il y a aussi les connaissances d'un réseau. Et je trouve que par connexion familiale, c'est ce qu'on fait, d'avoir ce réseau à la fois de proches aidants, à la fois de soignants, de psychiatres qui ont envie de travailler avec nous et qui se mettent en lien avec nous. Donc, ça crée une communauté. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans Internet, au-delà de la connaissance qui peut avoir un côté théorique, c'est de créer des communautés de partage. Et qui ne soient pas juste des communautés comme juste d'échange d'informations, mais de soutien mutuel. Et dans la communauté, ça comprend aussi le fait de bien se connaître, de prendre du temps gratuit ensemble. Et c'est aussi par cette gratuité et par ce temps de prendre le temps de la rencontre qu'on crée ces communautés de partage qui ont une forme de gratuité.